Suivre le chapitre 12 en parlant du point de fusion et du point d'ébullition. Donc, d'abord, révisons là, ce que vous avez déjà appris au premier cycle, là, soit les changements de phase. Donc, on se rappelle que la matière peut se retrouver là, principalement sous trois phases, soit solide, liquide ou gazeuse, puis on peut passer d'une phase à l'autre. Donc, vous voyez ici qu'il y a un nuage au niveau de la phase gazeuse. En fait, on met un nuage, mais on pourrait plutôt mettre rien du tout, parce que généralement, les gaz, là, dans la très grande majorité des cas, sont invisibles. Donc, par exemple, dans l'air autour de nous, il y a un certain pourcentage d'humidité et on ne voit pas cette humidité-là là, parce que c'est sous phase gazeuse. Donc, on met un nuage parce que sinon, ça sera un espace vide. Donc, vous avez déjà vu les changements de phase, donc ça serait important de les réviser, de les savoir. Donc, généralement, ça va bien quand on parle de phase solide à phase liquide. Donc, on parle ici de fusion. Donc, le truc pour s'en rappeler, c'est que la substance est en train de fondre. Et en changement inverse, passer de liquide à solide, on parle de solidification. Donc, quand on regarde phase liquide et phase gazeuse, donc, pour passer de liquide à gaz, on parle de vaporisation. Et là, on va détailler, là, dans pas longtemps, la phase de vaporisation, là, qui a deux modèles différents, si on veut. On peut aussi passer, bien sûr, de la phase gazeuse à la phase liquide. On parle à ce moment-là de condensation. Donc, pour celui-là, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, quand on prend une canette froide au frigo et qu'on la met sur le comptoir, on aperçoit des gouttes d'eau qui se forment à la surface. Bien, cette eau-là, en fait, c'est justement l'humidité de l'air qui est sous forme gazeuse et quand elle touche une surface froide, bien, elle passe en phase liquide. Si on voit de l'autre côté ici, de gaz à solide, on a également le mot condensation. Donc, on peut dire que lorsque le gaz se transforme, c'est nécessairement de la condensation, soit vers le liquide ou le solide. Donc, pour les différencier, on a nommé ici condensation solide, le fait de passer de l'état gazeux à l'état solide. Donc, directement comme ça, je vais vous donner comme exemple la formation du givre. Donc, à l'automne ou au printemps, souvent, quand on se lève le matin, il y a de la givre au sol, de la gelée. Bien, c'est encore une fois l'humidité qu'il y avait dans l'air qui rentre en contact avec une surface froide. Et c'est tellement froid qu'au lieu de passer à l'état liquide comme ici, bien, la vapeur d'eau devient immédiatement solide. Aussi, le changement contraire, passer de l'état solide directement à l'état gazeux. Donc, un exemple qu'on peut vous donner, c'est celui de la boulamite. Donc, la boulamite là, qui est utilisée pour chasser les insectes, par exemple, des vêtements ou des véhicules qu'on range pour l'hiver. Bien, c'est un parfum très, très fort. Là, donc, ce solide-là là, devient gazeux, puis on peut en sentir l'odeur. Donc, on va terminer avec la vaporisation. Donc, je vais vous inviter à faire pause dans la vidéo et à vous prendre une feuille brouillon pour qu'on complète là, le changement de phase ici, là, qui est la vaporisation. Donc, pourquoi je vous ai demandé de prendre une feuille, c'est que la vaporisation, c'est un peu spécial. Il y a deux formes de vaporisation. Donc, sur votre feuille brouillon, vous écrivez le titre et on spécifie là, le changement de phase liquide à gazeux. Je vous invite à faire pause là, de temps en temps si vous manquez de temps pour écrire. Donc, la vaporisation, il y a deux formes de vaporisation. Donc, il y a l'évaporation et ici l'ébullition. Donc, c'est deux formes différentes de vaporisation. Dans les deux cas, c'est un liquide qui passe à l'état gazeux. Donc, on va établir là, qu'est-ce qui différencie l'évaporation de l'ébullition. Donc, d'abord, l'évaporation, on dit qu'elle se produit seulement à la surface libre du liquide. Donc, on va voir un petit peu plus bas là, un exemple là, de qu'est-ce que ça veut dire se produire à la surface libre.
Tandis que l'ébullition, elle se produit partout dans le liquide. Donc, pas seulement à la surface libre, mais partout à l'intérieur du liquide. La deuxième différence entre évaporation et ébullition, c'est au niveau de la température. Donc, pour l'évaporation, elle peut se produire à n'importe quelle température, en autant qu'on se trouve entre le point de fusion et le point d'ébullition. L'évaporation, c'est à n'importe quelle température entre le point de fusion et le point d'ébullition. Tandis que l'ébullition, elle, ça se passe à une température bien précise qu'on appelle le point d'ébullition. Donc, si on regarde des exemples, donc si je prends par exemple l'eau qui s'évapore d'un verre, la surface libre, l'endroit où l'eau peut s'évaporer, c'est seulement la partie ici à la surface qui est en contact avec l'air. Les molécules qui sont plus bas, ils ne peuvent pas s'évaporer pour l'instant, donc c'est seulement celles sur le dessus qui peuvent passer à l'état gazeux. Puis, n'importe quelle température, donc l'eau peut s'évaporer même s'il fait 10 degrés Celsius ou 40 degrés Celsius, mais c'est certain que plus il va faire chaud, plus l'évaporation va être importante. Donc, en autant, dans le cas de l'eau, qu'on se situe entre 0 et 100, il peut y avoir de l'ébullition. Pas de l'ébullition, pardon, de l'évaporation. Donc, pour l'ébullition, ici, on a dit qu'elle peut se produire partout dans le liquide. Donc, par exemple, si j'ai une marmite d'eau sur une cuisinière, ce n'est pas juste les particules sur le dessus qui peuvent s'évaporer. Toutes les particules d'eau à l'intérieur peuvent s'évaporer. Donc, même les particules qui sont en bas ici peuvent passer à l'état gazeux. C'est pour ça que, il y a des bulles qui se forment à l'intérieur du liquide parce qu'en fait, c'est des molécules d'eau qui sont rendues sous forme gazeuse puis qui vont monter à la surface. Donc, vous voyez, on est ici à une température précise, 100 degrés Celsius. Donc, ça complète là, ce que je voulais faire avec vous au niveau de l'évaporation-ébullition. Donc, on avait là ici comme titre point de fusion, point d'ébullition. Donc, on va aller compléter les définitions de ça. Donc, d'abord, il faut savoir que le point de fusion et le point d'ébullition, ce sont des propriétés physiques dites caractéristiques. Ça veut dire, si on se rappelle, on a vu précédemment qu'une propriété caractéristique, ça veut dire que ça appartient à une substance en particulier. On dit aussi que c'est une propriété physique et non pas une propriété chimique. Donc, une propriété physique parce que la substance ici qui est en phase solide et qui devient liquide, par exemple, au niveau chimique, c'est la même. Donc, si on prend de l'eau, sous forme solide, c'est H2O, puis sous forme liquide aussi, c'est H2O. Donc, il n'y a pas de modification au niveau chimique dans la substance. La définition de point de fusion, c'est une température à laquelle une substance pure, et ça c'est important ici, il faut que ce soit une substance pure et non pas un mélange, passe de l'état solide à l'état liquide. Température à laquelle une substance pure passe de l'état solide à l'état liquide. Puis le point d'ébullition, c'est encore une fois pour une substance pure, mais on va spécifier que la substance bout et non pas nécessairement qu'elle passe de liquide à gazeux, parce que ça pourrait à ce moment-là être de l'évaporation. Donc, c'est vraiment la température à laquelle une substance pure va bouillir, donc la température d'ébullition. Finalement, les températures, généralement, on va les exprimer en degrés Celsius. Donc, c'est important de mettre le symbole de degré, mais pas seulement ça. Parce que si je mets juste degré, c'est pour qualifier un angle. Donc, degré avec un C majuscule pour degrés Celsius. Donc, vous avez déjà vu certains tableaux de changement de phase. On vous fait un petit rappel. Donc, on a ici un diagramme de changement de phase que vous avez vu probablement en secondaire 1 ou 2. Donc, celui-là, ça concerne l'eau. Donc, on est avec une substance pure, ça c'est important de le mentionner, parce qu'avec un mélange, on n'observerait pas ce type de graphique-là avec des plateaux. On observerait juste une température qui monte progressivement. Donc,
quand on a une substance pure, ben, on va observer ce qu'on appelle des paliers ici de changement de phase. Donc, il y a ici le point de fusion de l'eau à 0 Celsius. Donc, ici, l'eau est solide, sous forme de glace. Ici, elle va fondre. Ici, une fois qu'elle est fondue, sa température va continuer d'augmenter. Donc, ici, l'eau est liquide. Ici, on a à nouveau un changement de phase au niveau du point d'ébullition. Et lorsque la substance est entièrement en phase gazeuse, la température se remet à monter. Donc, ce que j'ai spécifié ici, bien, si j'avais par exemple un mélange d'eau sucrée, il n'y aurait pas de palier comme ça. On observerait tout simplement une température qui monte progressivement parce que ce n'est pas une substance pure. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, par exemple, ici, on a une liste là, de substances pures et avec leur point de fusion et leur point d'ébullition. Donc, vous voyez qu'on écrit fusion-solidification. En fait, c'est le même changement, mais inverse, donc il se passe à la même température. Même chose ici pour ébullition-condensation. Ici, on a liquéfaction, mais ça revient à condensation. C'est le même changement, donc à la même température. Donc, par exemple, ici, du chlorure de sodium. Du chlorure de sodium, c'est le sel de table, comme vous avez à la maison. Bien, on peut le faire fondre. Faire attention, pas le... On parle ici vraiment de le faire fondre et non pas de le dissoudre dans l'eau. Ce n'est pas la même chose. Donc, par exemple, le sel va fondre à une température de 800 degrés Celsius. Bien, je ne pourrais pas, par exemple, utiliser un plat d'aluminium pour faire fondre le sel parce que l'aluminium va fondre à une température plus basse. Par contre, je pourrais utiliser un plat en cuivre pour faire fondre du chlorure de sodium. Donc, les points de fusion, les points d'ébullition, bien, peuvent nous servir à déterminer, par exemple, quel matériau utiliser selon la circonstance. J'attire votre attention ici. Vous voyez qu'on a des points d'ébullition qui sont négatifs. C'est normal. Ici, on a des gaz, le diazote et le dioxygène. On a ici le diazote, il y en a 79 dans l'atmosphère et le dioxygène, 20 Donc, évidemment, les gaz à la température de la pièce bien, sont sous forme gazeuse. Il faut les refroidir vraiment beaucoup pour qu'ils deviennent liquides. Par exemple, comme le cas de diazote, s'il y en a qui ont déjà brûlé, par exemple, une verrue avec de l'azote liquide, bien, on voit que c'est extrêmement froid. Donc, ça complète ce qu'on avait à faire pour la partie sur la température de fusion et la température d'ébullition.